Bienvenue à tous. Et pour animer cette journée, on sera 3. Donc, je vais garder la parole puisque c'est moi qui l'ai. Donc, je suis Mathilde Dupré. Je travaille au Hub pour l'inclusion numérique, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est eux qui vont t'installer sur le… Et alors, du coup, Claude Riboulet, vous avez votre micro ouvert, mais vous allez bientôt prendre la parole. Et peut-être Mickaël et Stéphane, je vous laisse aussi vous présenter, puisqu'on est 3 à co-animer ce matin. Donc, Mickaël Clou, chargé de mission au conseil départemental en charge de l'inclusion numérique. Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Gardet, je suis membre du comité technique INORA, le hub pour l'inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Mickaël, je te laisse poursuivre. Oui, un rapide mot d'introduction. Merci aux organisateurs, donc au département de l'Allier et à INORA, le hub pour un numérique inclusif en Auvergne-Rhône-Alpes qui a contribué à l'organisation. Donc merci aux plus de 130 inscrits qui ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, avec plus d'une dizaine d'intervenants qui vont se succéder tout au long de la journée pour aborder 2 temps forts. Un premier temps fort à la matinée qui sera dédié à la stratégie et à l'élaboration et à la prise de connaissance d'une stratégie locale d'inclusion numérique. Et puis suivi d'une deuxième demi-journée qui sera dédiée, elle, sur la présentation des outils du numérique. Donc, vous avez tous pu constater qu'effectivement, nous sommes dans un format 100% en distanciel. Donc, le contexte sanitaire, effectivement, est très incertain et on est tous conscients que nous aurions aimé pouvoir nous réunir en présentiel, mais malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Donc, nous ferons en sorte de pouvoir nous retrouver en présentiel plus tard dans les mois, souhaitons-le. Donc, cette journée s'inscrit dans le cadre de l'événement Sa fourmi en Bourbonnais qui a démarré hier autour de l'entrepreneuriat et l'innovation dans l'économie sociale et solidaire et se terminera demain autour d'une conférence animée par Mélanie Geoffrey sur la thématique des tiers-lieux en France et leur impact. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en valeur les idées, les initiatives, les projets qui sont mis en œuvre dans le Bourbonnais et qui peuvent nous rendre fiers en tant qu'habitants et pouvoir les faire partager à tous. Donc, ce numérique en commun est le premier événement organisé dans l'Allier sur ce sujet. Je vous invite effectivement à pouvoir partager, échanger vos contacts, vos coordonnées via les outils à notre disposition sur Zoom. Sachez qu'autour, derrière nos écrans, il y a des élus, des associations, des France Services, des centres sociaux, des centres de rééducation professionnelle, des étudiants qui sont tous mobilisés, qui ont tous à cœur de pouvoir mieux accompagner les usagers sur l'usage du numérique. Donc, n'hésitez pas à partager, ce temps est aussi là pour ça. Donc, sans plus attendre, je vais pouvoir laisser la parole à Claude Riboulet pour la première session autour de la présentation des stratégies départementales et nationales de l'inclusion numérique. Et nous aurons le plaisir de pouvoir vous présenter une vidéo de M. Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, qui n'a malheureusement pas pu être présent ce matin avec nous, mais qui a pu nous transmettre un enregistrement que nous pourrons vous partager ensuite. Donc, Président, si vous nous entendez, je vous laisse la parole. Et merci Mickaël, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux commencer par remercier et féliciter ceux qui ont participé à l'organisation de cette séquence d'aujourd'hui, que ce soit au niveau local, évidemment, les services du conseil départemental, qu'au niveau national, puisque le NEC, en fait, est un dispositif qui s'inscrit dans une politique nationale. La deuxième chose, c'est que je veux remercier aussi le ministre O. On a eu l'occasion d'avoir quelques séquences de travail ensemble dans le cadre soit des consultations qu'il organisait, soit de bilatérales plus précises avec l'Assemblée des départements de France, où j'accompagnais le président Bussereau, et je tiens à le saluer du temps qu'il a pris pour pouvoir nous faire ce petit message. Et puis je salue évidemment celles et ceux qui participent, j'ai vu plus d'une centaine qui continuent de se connecter, un ou deux supplémentaires à ce webinaire. Alors du coup, c'est toujours frustrant de ne pas voir les gens qui sont en ligne et qui ne font qu'assister à ceux qui interviennent. En tout cas, c'est frustrant pour ceux qui interviennent, mais je veux vous saluer toutes et toutes. J'ai vu que vous étiez
très largement des Bourbonnaises et des Bourbonnais, mais j'ai vu qu'il y avait de la participation aussi d'autres régions, notamment plus au sud de l'Auvergne. Bon. Si on pose les choses, il y a un certain nombre de... J'ai 10 minutes, hein, Mickaël, je crois, c'est ça, hein. Bon. 10 minutes, un quart d'heure, oui, tout à fait. 10 minutes, un quart d'heure, donc je vais essayer de tenir à peu près le timing. Si on pose les choses, je crois qu'il y a un premier paramètre, mais je ne vous apprends rien, qui est plutôt sous forme d'interrogation, qui est quand même cette épidémie Covid, les conséquences sanitaires et tout ce qu'on a dû, entre guillemets, improviser réellement au printemps à partir du mois de mars et qu'on maîtrise un peu mieux depuis, qui fait qu'il y a dans notre société des choses dont on parlait beaucoup, parfois dont on se gargarisait, et qui, face à la réalité, en étant au pied du mur, se sont significativement accélérées. C'est l'exemple du télétravail. Et ce n'est pas évidemment tout le champ de l'inclusion numérique que la question du télétravail, mais c'est, je crois, un bon symptôme qui illustre bien que parfois, même avec beaucoup de volonté, on ne fait pas forcément autant que ce qu'on pourrait, et que nécessité faisant loi, eh bien, on est capable d'une grande adaptation et d'une grande ingéniosité parfois pour se mettre à des pratiques qui n'existaient pas. On le voit sur la deuxième séquence de confinement, dont on va quand même sortir dans quelques semaines, sur la question du commerce en ligne, sur la question des achats distanciés et comment essayer de rester sur des achats distanciés mais de proximité. Et on voit là aussi, par contre, encore nombre de difficultés et d'accompagnement nécessaires, je pense, pas simplement aux commerçants quant à leur capacité à aller sur du e-shopping, mais aussi aux clients potentiels quant à leur capacité à être rassurés, rassérénés sur ces nouveaux outils. Ce contexte-là, je crois qu'il nous pose un double enjeu. L'enjeu, c'est le suivant, c'est qu'on sait qu'en matière d'inclusion numérique, on a plutôt du retard. Le diagnostic, vous le connaissez, c'était le ministre Mounir Mahjoubi qui l'avait déjà posé. On a entre 12 et 13 millions de nos concitoyens en France qui sont dans l'exclusion numérique avec des causes qui sont identifiées, hein, à savoir pas de connexion Internet, pas de terminal pour se connecter, pas de maîtrise de ces outils-là. Et évidemment, malheureusement, ces trois causes peuvent être parfaitement cumulatives entre elles. Et de facto, eh bien, on voit qu'il y a une rupture, une fracture qui a été significativement rendue plus visible au moment des Gilets jaunes. Moi, j'étais très surpris sur la première séquence des Gilets jaunes de voir que ces questions d'Internet, d'accès à Internet et d'inclusion numérique revenaient de façon insistante. Et ça, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui sur comment on essaie de rattraper ce retard et comment on essaie de faire que ces 12 à 13 millions de nos concitoyens ne soient pas sur la touche. Et ce que je disais en propos liminaire, une accélération et une mise en place d'un certain nombre de choses. Je parlais du télétravail, du shopping, mais il y en aurait 1000 et autres qu'on pourrait développer. Une accélération et probablement encore des champs qui vont s'ouvrir, notamment parce que je le crois, puis pour ne pas dire je l'appelle de mes voeux, une reterritorialisation, une démétropolisation, probablement des flux de mouvements de population et de repeuplement aussi de territoires à caractère plus rural, singulièrement comme les l'Allier, et qu'il faut qu'on anticipe et qui ne pourront pas se faire sans justement cet environnement numérique, les écosystèmes qui vont bien, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les consolider. Donc, vous voyez, un cadre général, je crois qu'il faut tirer de la séquence Covid des aspects positifs quant à notre capacité à réagir, à s'adapter beaucoup plus vite que quand on le souhaite par volonté déterminée. Et aujourd'hui, comment continuer d'éviter qu'il y ait des exclus du numérique ou de l'électronisme? Comment anticiper des mouvements qui, sans doute, vont se consolider suite à la crise sanitaire? Et surtout, troisième élément, ne pas ralentir ceux qui sont déjà dans le mouvement et ceux qui sont déjà dans la maîtrise. Et c'est là le sujet et la tension. C'est qu'on sait qu'il y en a qui vont encore prendre de l'avance. Quand on en a qui sont encore très en retard, qu'il faut peut-être, je crois raisonnablement, accepter qu'on ne mettra pas tout le monde à niveau, en tout cas très vite et de la même façon, mais permettre en tout état de cause à chacun de pouvoir avancer, rattraper le retard d'un côté, continuer d'aller vite pour ceux qui sont en mode avant-garde, et puis dans un territoire comme le nôtre, être capable de pouvoir offrir, le mot d'écosystème, c'est un mot qui n'est pas encore galvaudé, mais qui est souvent très utilisé, mais offrir une capacité en tout état de cause à pouvoir clairement être un territoire prêt à adapter ces organisations, ces réseaux, ces moyens à ce qui est en train de se dessiner. J'ai consommé la moitié de mon temps. Alors, pour l'allier, et je salue évidemment Christian Chiteau, qui est vice-président chargé de ces sujets-là, qui intervient, je crois, cet après-midi,
si ma mémoire du programme de la journée est juste, qui pourra revenir sur tout le travail aussi qu'a fait le département. Donc, je vais simplement balayer des grands axes et lui, il saura évidemment rentrer dans la précision. Le volet des infrastructures, il est fondamental, vous le savez, je le disais, c'est la première cause de l'exclusion. Avec la région, on a accéléré le programme très haut débit pour que la fibre gagne encore du terrain sur nos communes et pour trouver, en fait, et c'est un choix délibéré, des solutions multitechnologiques. Le 100% fibre, il coûterait extrêmement cher pour ce qu'on appelle des raccordements complexes. Je crois que tout le monde entend que mettre 20 000, 30 000 euros parfois pour brancher une seule maison, s'il n'y a pas un besoin nécessaire, et notamment économique, c'est déraisonnable. Donc, notre choix est aussi multitechnologique, 4G, satellite, nouvelle génération et autres, pour pouvoir de toute façon faire qu'on réponde à cette problématique de la connexion. Sinon, ce n'est pas la peine de parler de développement numérique et ce n'est pas la peine de vouloir lutter contre l'exclusion numérique si on n'a pas les infrastructures. Mais là, je ne vous apprends rien. Le plan départemental d'inclusion numérique, ça fait déjà 1 an qu'il a été voté. Et ça montre aussi le temps qu'il faut malgré tout pour rentrer dans l'opérationnel. Et je remercie tous ceux qui y contribuent, évidemment. Et on est, j'allais dire, maintenant dans une phase de voilure. Voilà, on a lancé un certain nombre d'opérations et on est rentré là dans une phase où tout se développe de façon plus importante et dans des différents secteurs, pardon, et en transversalité, ce qui est fondamental. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. On a une double stratégie, hein, pour reprendre les termes anglais de poule et de touche. C'est-à-dire que c'est en français le principe de la Gardère. Si les gens ne vont pas au numérique, c'est au numérique d'aller auprès des gens. Il faut qu'on rende accessible l'offre et la rende visible. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un certain nombre d'initiatives importantes, de qualité, qui se déroulent sur le territoire départemental. Et que là, c'est un enjeu de les rendre beaucoup plus visibles. Et ça se traduit notamment par de la mise en réseau. Et le département entend pouvoir contribuer et faciliter cette mise en réseau. Il y a eu un petit sondage qui a été fait auprès des professionnels. Il a été fait en janvier, donc avant le confinement, c'est-à-dire qu'il pourrait même mériter une actualisation, et qui montre qu'effectivement, on voit bien que l'Allier n'échappe pas au prisme de l'analyse des difficultés quand on est ailleurs. Il y a des besoins d'équipement, il y a des besoins de formation, il y a des besoins de locaux, il y a des besoins de mise en réseau des aidants numériques au sens large, il y a des besoins qui sont, je le disais tout à l'heure, transversaux, parce que c'est dans tous les domaines. Si on prend des compétences d'une collectivité comme le conseil départemental, c'est dans le social, c'est dans l'accès aux droits, c'est dans l'accès à l'administration et aux services au sens large. Et on voit en tout état de cause qu'il y a, quoi qu'il en soit, en tout cas ce que je retiens de ce sondage, une volonté et une attente. Et ça, c'est déjà un premier atout, parce qu'on pourrait être dans une dynamique où il n'y aurait que quelques experts ou quelques avertis qui seraient convaincus qu'il y a un besoin d'avoir des politiques publiques concertées, partagées en matière d'inclusion numérique. Or là, on voit que sur l'ensemble des professionnels du territoire, cette prise de conscience, elle est déjà là, elle est déjà actée, et c'est fondamental, sinon on aurait été hors sol. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la Bourbonnette, Christian pourrait y revenir, hein, sur le nombre de visites qui ont été accompagnées par la Bourbonnette, c'est plus de 1300, le nombre de communes qui ont été visitées, labellisées France Service, mais qui montre là, principe de la Gardère, qu'il était important d'avoir, avec des agents du département qui la conduisent et qui la font vivre et qui l'animent, cet outil qui va au cœur des villages, et notamment, évidemment, quand ils ne sont pas connectés, comme Christian vous parlera de Louis Fallier et autres. L'appel à manifestation tiers-lieu, il est encore en fonction, bien sûr. On commence d'attribuer des aides à des premiers dossiers. C'est la volonté du département de dire qu'on doit avoir un parfait maillage du territoire, ce qui n'est pas encore le cas. Et on a tenu à cette idée de tiers-lieu et un cahier des charges extrêmement souple qui s'est inspiré sur notamment ce qu'avait fait la région Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, parce que finalement, tiers-lieu, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Le tiers-lieu, c'est au sens le plus strict, ce qui n'est ni le lieu de travail ni le domicile. Je le dis un peu pour provoquer, il y a quelques années de là, dans les campagnes, ça s'appelait le bistrot. Et c'était un tiers-lieu. Et c'était un lieu où on s'informait, où on échangeait, où on débattait, où on rencontrait, on faisait du lien social. Ça ne veut pas dire que ça a complètement disparu, mais il y en a un peu moins qu'avant. Donc ce concept de tiers-lieu veut tout dire et rien dire. Et tiers-lieu numérique, on a vraiment souhaité qu'on soit dans la souplesse en disant c'est oui, peut-être à certains endroits seulement un Fab Lab, ou à d'autres seulement un coworking, ou à d'autres un mixte des deux, ou encore quelque chose de très différent. On a voulu ne pas préfigurer de lieu physique particulier, en considérant que si dans telle ou telle commune ou bassin de vie, il y avait des espaces, des lieux qui naturellement étaient des lieux de rencontre, de brassage, identifiés comme des lieux de vie, de lien social, et bien oui, il fallait accepter que ce soit un tiers-lieu. Ça peut être,
Je prends un exemple, un restaurant d'entreprise, après tout, pourquoi pas. Ce qui était important, par contre, c'est qu'on ait des tiers-lieux qui soient au niveau, de qualité. Il ne faut pas qu'on déçoive la promesse. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi financé, le cas échéant, des études un peu d'ingénierie, si tel ou tel projet ne semblait pas aujourd'hui instantanément prêt à pouvoir être un tiers-lieu, entre guillemets, digne de ce nom. Et ce n'est pas une peine, ce n'est pas, j'allais dire, un jugement de valeur péjoratif, c'est juste un jugement objectif qui dit, quitte à faire les choses, il faut les faire bien. Il faut les faire bien parce qu'on a tous les atouts pour pouvoir développer dans ce domaine-là. Et si on veut attirer notamment de nouvelles populations, et notamment des gens qui sont habitués à des offres de services dans des aires métropolitaines de très bon niveau, eh bien, on doit être nous aussi capables de leur offrir à la même hauteur un service dans le concept des tiers-lieux qu'on pourrait retrouver au cœur de n'importe quelle grande métropole française aujourd'hui. Donc voilà quelques mots plutôt pour défendre l'esprit de cet appel à manifestation d'intérêt sur les tiers-lieux et surtout pour dire enjeu de maillage, de qualité et souplesse quant à la montée en puissance, le cas échéant, de ces espaces. Le réseau des aidants numériques, il est fondamental. Alors, je remercie évidemment Inora d'être aussi partenaire de ce NEC allié aujourd'hui. Il est fondamental parce que, d'abord, il est intrinsèquement natif à ce dont on parle, à l'Internet. L'image la plus ancienne de l'Internet, c'est la toile. Aujourd'hui, avec le cloud, on se rend compte qu'on est passé davantage à l'image du nuage. Mais la première image, c'est la toile d'araignée. C'est des liens qui s'interconnectent, qui passent entre eux. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, de mon point de vue un peu philosophique, concevoir aujourd'hui une politique de fond sur l'inclusion numérique sans la penser naturellement, mais à Beauvau, en réseau, en lien. Et les aidants doivent absolument, effectivement, pouvoir se retrouver dans ce réseau, dans cette structuration de partage d'expériences, de solutions, de difficultés, de questions-réponses auxquelles quelqu'un peut instantanément apporter un élément éclairant parce qu'il a l'expérience, et qui permettent évidemment aussi de construire des politiques territoriales qui maillent en finesse. La formation des usagers, je le considère comme quelque chose d'essentiel, mais comme une étape qui se consolide dès lors qu'on a pu, dans un premier temps, former et accompagner les aidants. Et quels que soient les dispositifs, qu'on soit sur les passes numériques, passes haptiques, qu'on soit sur ces tiers-lieux, qu'on soit sur demain, vous le savez, ça va être voté très vite dans le mois qui vient par la commission permanente du département sur le recrutement par le conseil départemental d'animateurs ou de médiateurs, y compris des formateurs, tels que dans le cadre du plan de relance, France Relance, le ministre Cédric O a pu les proposer. Il y aura aussi cet accompagnement qui doit se faire pour effectivement permettre petit à petit de former et d'apprendre aux usagers par ces services civiques ou par ces formateurs de l'État de s'approprier davantage les outils. Mais je crois, et comme j'ai quasiment dépassé mon temps de parole, je crois, et je terminerai là-dessus, qu'en fait, il faut probablement qu'on rentre d'ores et déjà dans un état d'esprit, quand bien même on peut considérer qu'on est plutôt en retard et qu'on a rattrapé, de dire que ce n'est pas une mission qui va être terminée dans le temps. Parce que si on considère que, là aussi par nature, le numérique est en évolution permanente, les développements technologiques, les applications, les nouveautés, la 5G demain, tout l'Internet des objets, l'IoT, j'en ai pas parlé, alors que c'est un vrai sujet avec un potentiel, y compris pour des puissances publiques, autour de l'Internet des objets, de collecte de la donnée, pour ne pas laisser les grands moissonneurs, les GAFAM, être les seuls à récupérer de la donnée, l'intelligence de la donnée, et la façon dont on pourra demain, à partir de tous ces éléments, faire, je le crois, du prédictif, et être capable de préfigurer des politiques publiques à tous les échelons, communes, intercommunautés, départements, régions, sur une base beaucoup plus prédictive. Je crois qu'en fait, ce dans quoi on s'engage dans ce nom aujourd'hui d'inclusion numérique, c'est un projet beaucoup plus long, c'est un projet beaucoup plus stimulant d'ailleurs aussi intellectuellement, qui fait qu'on est dans un domaine qui n'aura de cesse d'évoluer, qui n'aura de cesse de connaître des révolutions technologiques, des accélérations et des enjeux majeurs, et que cet engagement-là, eh bien, il faut le penser, pas simplement sur du court ou du moyen terme, pour répondre aux problématiques de l'électronisme et de nos concitoyens qui sont en difficulté ou en écart et à la marge du numérique, mais comme un projet de développement qu'il s'agira de toute façon en permanence de pouvoir essayer d'anticiper et d'être dans une pro-action au sens strict du terme pour pouvoir ne jamais prendre de nouveau du retard. Voilà, merci de votre patience. J'ai largement dépassé mon temps de travail. Je pense que Stéphane va devoir recadrer les choses derrière, mais c'est son rôle.
Et puis vraiment, je souhaite à toutes et à tous de passer une journée NEC-Allié qui soit à la hauteur de vos attentes, qui vous apporte, à laquelle vous contribuerez, je n'en doute pas. Et encore une fois, merci à Cédric O d'avoir apporté sa caution, celle de son autorité en tant que ministre, à cette initiative bourbonnaise. Merci, Monsieur le Président. Nous vous proposons effectivement de pouvoir visionner la vidéo que le secrétaire d'État Cédric O a eu l'amabilité de pouvoir nous transmettre pour être présent de cette façon-là à ce NEC-Allié. Nous reviendrons ultérieurement, après l'intervention également de Pierre-Louis Roll, directeur du programme Société numérique à l'ANCT, sur un temps de questions qui pourront notamment vous être adressées. Merci à vous pour votre intervention. Je laisse Mathilde nous transmettre le message de M. Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir l'occasion de participer par vidéo, malheureusement compte tenu des contraintes sanitaires, à cette première édition de Numérique en commun qui se tient dans l'Allier. Je tiens d'ailleurs à saluer Claude Riboulet, avec lequel j'ai l'occasion de travailler et de parler régulièrement, et que j'ai rencontré dans la dynamique qui a été celle de la création, en tout cas de la mise en place des annonces faites par le gouvernement dernièrement. Vous dire un mot d'abord de l'importance de l'inclusion numérique pour ce gouvernement. Bien sûr, en tant que ministre du numérique, j'ai tendance à pousser le développement du numérique, à pousser le développement des startups en France. C'est indispensable. On doit faire en sorte de continuer à créer de l'emploi, on doit faire en sorte d'être au rendez-vous de la compétitivité, on doit faire en sorte de faire progresser les entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui, en France, le numérique est le premier secteur créateur d'emplois et qu'il est indispensable, si on veut continuer à créer de l'emploi, si on veut défendre notre modèle social, de pousser cette numérisation de la société. Mais dans le même temps, il est indispensable, si on ne veut pas créer de fractures supplémentaires, de faire en sorte que tout le monde puisse être à bord de cette transformation numérique. Or, les acteurs du numérique en commun sont les premiers à le savoir, le numérique n'est pas inné. On ne naît pas avec un téléphone portable dans la main. Et cette formidable révolution qui est la transition numérique, elle est à la fois facteur de simplicité, elle facilite la vie d'une partie de nos concitoyens, mais elle est aussi facteur de fracture. Elle est facteur de fracture parce qu'un Français sur 6 n'utilise jamais un ordinateur. Elle est facteur de fracture parce qu'un Français sur 3 manque de compétences de base en numérique. Donc si on veut tenir les deux bouts de la chaîne, on doit faire en sorte de continuer à investir dans la technologie, de continuer à développer la numérisation, mais de mettre tout le monde à bord. C'est pour cela que le gouvernement déploie depuis 2 ans une stratégie nationale de l'inclusion numérique qui a été mise en place, qui a été dessinée, qui a été conçue avec les acteurs de terrain, les collectivités territoriales, les associations qui agissent sur le terrain ou même les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Cela a commencé il y a quelques années par la définition d'un certain nombre de priorités, qu'il s'agisse d'accompagner les publics, d'aider les aidants, d'accompagner les collectivités territoriales, par la mise en place du pass numérique, par la structuration de ce secteur de la médiation numérique et de l'inclusion numérique, à travers notamment la mise en place des hubs et du hub Inora dans la région qui concerne, avec l'intervention d'un certain nombre d'acteurs spécifiques comme vous êtes connecté. Nous avons donné cette année un coup d'accélérateur inédit à l'inclusion numérique. J'ai présenté il y a une dizaine de jours ce que nous voulons faire dans les 2 ans qui viennent grâce au plan de relance. Ce que nous voulons faire, c'est 3 choses. D'abord, la médiation numérique, l'inclusion numérique, ce sont d'abord des hommes et des lieux. Parce que pour réussir la transition numérique, on a besoin de beaucoup plus d'humains. Des hommes, nous avons décidé de recruter, de former et d'envoyer sur le terrain 4000 conseillers numériques qui sont des médiateurs au service des populations, déployés dans des médiathèques, dans des tiers-lieux, dans des centres d'action sociale, dans des mairies, grâce à l'action des collectivités territoriales, des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui les hébergeront. 4000 conseillers numériques, c'est une accélération inédite. On va doubler le nombre de médiateurs numériques sur tout le terrain. On veut également faire en sorte de déployer plus de lieux équipés pour l'inclusion numérique. C'est 40 millions d'euros que nous mettrons sur la création de kits d'inclusion qui seront designés et produits par des designers, des makers et des Fab Labs français. C'est enfin le déploiement d'Aidant Connect afin de sécuriser juridiquement la relation entre un aidant et un aidé. L'inclusion, évidemment, ça ne se résoudra pas en 2 ans. Et c'est donc une politique publique qui a vocation à durer. On va continuer à investir pour des raisons sociales, pour des raisons sociétales aussi. Parce qu'il ne s'agit pas que de capacité. Bien sûr, on doit apprendre aux gens à remplir un CV, à faire leur déclaration d'impôt en ligne, à s'actualiser sur Pôle emploi ou à vendre un bien via Le Bon Coin.
Mais on doit aussi leur apprendre cette grammaire du numérique. On le voit en ce moment à travers les tensions qu'il y a dans la société, sur la question de la haine en ligne, sur la question des fausses informations, sur la question de la protection des données, sur la question de l'impact des écrans dans la famille. Or, pour cela, on doit faire en sorte d'apprendre aux Françaises et aux Français la grammaire du numérique. Donc on va commencer par leur apprendre à se servir d'un ordinateur, mais extrêmement vite, on viendra à ces questions sociétales qui sont si importantes. Dernier élément, c'est que cette politique, elle est financée pour beaucoup par l'État. L'État accompagne, met en réseau, d'ailleurs avec des acteurs comme la Mednum qui viennent nous aider, Aptic, le pass numérique, mais elle est d'abord de la responsabilité des acteurs de terrain. Notre volonté, c'est de vous mettre en capacité. L'autre responsabilité des acteurs de terrain, c'est de structurer cet écosystème qui longtemps a été l'objet d'initiatives extraordinaires sur le terrain, mais insuffisamment mises en réseau, insuffisamment coordonnées et qui se parlaient insuffisamment. C'est pour cela qu'on a besoin de rendez-vous nationaux, comme Numérique en commun national à Lyon, auquel j'ai participé la semaine dernière en visioconférence, mais c'est aussi pour ça qu'il faut animer et structurer dans chaque département les acteurs de l'inclusion numérique, les acteurs de la médiation numérique, pour qu'on puisse réussir à faire émerger collectivement cette politique publique. Bon numérique en commun dans l'Allier et à très vite. Voilà pour l'intervention du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, que nous remercions pour sa contribution. Je laisse la parole à Pierre-Louis Roll, directeur des programmes Société numérique à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci, merci Mickaël. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus et Mesdames et Messieurs. Je remercie vivement le département de l'Allier et le Hub Inora pour l'organisation de ce NEC local où vous êtes très nombreux. Alors en tant que Bourbonnais, je suis très déçu de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous, d'autant qu'en période de confinement, les bords de l'Allier et de Sioule sont quand même beaucoup plus agréables que les quais de Seine, surtout quand on est à plus d'1 kilomètre. Donc ma collègue Caroline reviendra tout à l'heure sur le numérique en commun. C'est ce qu'on essaye d'accomplir à travers cette démarche et ces événements que l'on soutient. Mais pour nous, c'est vraiment consubstantiel à la démarche de stratégie d'inclusion numérique que détaillait le ministre. Et cette série d'événements est née il y a 2 ans, en même temps qui était lancée par son prédécesseur, la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Et l'idée, c'est qu'au-delà d'événements où on est tous très heureux de se retrouver entre professionnels travaillant sur cette question importante de l'inclusion numérique, il était question de construire, d'inventer des choses ensemble et de se faire rencontrer toutes les parties prenantes très différentes. Parce que quand on a posé ce diagnostic qui était évoqué par le président et le ministre de 13 millions de personnes éloignées du numérique, on se rendait compte qu'on était vraiment à la confluence de la technologie, de l'innovation, de la politique publique et de l'action sociale. Il fallait qu'on se fasse se parler, mettre autour de la table des publics, des professionnels qui attaquaient ce problème de la montée en compétences numériques de façon parfois segmentée. Et on avait là une vraie politique publique à inventer collectivement, mais aussi une autre façon d'aborder le numérique d'un point de vue local. Parce qu'il n'a pas fallu attendre que l'État pose ce diagnostic depuis Paris. Depuis longtemps, les acteurs de l'action sociale, les élus locaux alertaient sur, par exemple, les effets pervers de la dématérialisation des services publics et les transferts de charges qu'ils pouvaient faire porter sur les collectivités et les difficultés vers certaines personnes. Et à partir de là, il fallait construire sur tous ces écosystèmes qui existent depuis longtemps, des tiers-lieux, de la médiation numérique qui participaient de l'éducation populaire au numérique. Alors, bien entendu, j'évoquais cette question de la dématérialisation, il y a une urgence à agir pour faire en sorte que chacun ait accès à ses droits dans un monde numérisé et dématérialisé, mais une politique publique d'inclusion numérique ne saurait être quelque part la voiture-balai de la dématérialisation des services publics. Parce que le président Riboulet rappelait la place particulière qu'a pris le numérique dans cette crise sanitaire, et on a bien vu que les personnes en situation de difficulté face au numérique pouvaient s'étendre bien au-delà de ces 13 millions, et dans différents moments de vie, différents usages, de l'école à la maison, d'aller demander une aide pour son commerce, etc. Et donc, ce qu'on doit chercher à faire,
c'est participer de la montée en compétences numériques globales de la population et participer de la diffusion de cette grammaire du numérique, comme disait le ministre. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à participer à l'émergence d'une citoyenneté numérique, parce qu'on ne saura pas qui sont les personnes éloignées du numérique de demain. Les technologies vont continuer d'évoluer. On a vu que ça a beaucoup bougé ces dernières années. D'ailleurs, on a vu à travers le baromètre du numérique que l'on fait tous les ans avec l'ARCEP, l'autorité des télécoms et le ministère de l'économie, qu'en termes de compétences numériques et d'utilisation du numérique de base, aujourd'hui, les territoires ruraux sont beaucoup plus avancés que les villes moyennes en termes de compétences numériques revendiquées. Donc les fractures ne sont pas toujours celles qu'on attend, ce n'est pas non plus les vieux contre les jeunes, ce n'est pas parce qu'on utilise Snapchat qu'on sait aller sur le site de la CAF ou rédiger un CV, mais ce n'est pas pour autant que ces compétences numériques sont illégitimes. On a une myriade d'usages différenciés, on a une myriade de compétences différenciées, et c'est sur cela qu'il faut collectivement bâtir pour activer ces différentes compétences numériques. Donc c'est ce qu'on essaye d'accompagner au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de son programme Société numérique. Donc, nous sommes chargés de mettre en œuvre la stratégie nationale pour un numérique inclusif du gouvernement. L'ANCT est une nouvelle agence qui a été créée le 1er janvier pour venir accompagner et outiller les collectivités territoriales à mener ces actions. Donc, il y a des programmes comme Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, France Service qui sont au sein de l'ANCT. Et c'est absolument pas neutre que le programme d'inclusion du numérique du gouvernement il soit logé également dans cette logique de territorialisation et de localisation des actions. Alors, cette agence est née de la fusion du Commissariat général à l'égalité des territoires et de l'Agence du numérique, qui était un service de Bercy où nous étions auparavant situés. Et c'est en tant qu'agence du numérique, d'ailleurs, qu'on a eu les premiers échanges avec les réseaux très actifs de l'Allier, de Connecting Bourbon, et notamment du Mazier, qui aujourd'hui est une fabrique de territoire, un des 300 tiers-lieux ressources, avec d'ailleurs celle de Vichy que je salue, qui sont soutenus par l'ANCT et le programme Nouveau Lien que je dirige par ailleurs en plus du programme Société numérique. Donc ce qu'on essaye de structurer, c'est effectivement cela, appuyer et outiller les acteurs locaux qui sont en première ligne dans leur diversité, donner les moyens d'agir aux collectivités et construire avec elles toutes ces actions, et enfin, outiller concrètement les aidants avec des outils concrets et des formations. C'est le cadre qu'on a bâti collectivement il y a 2 ans, et c'est ce qu'on va s'employer à maintenir maintenant que les moyens sont massifiés dans le cadre du plan de relance. Et cet esprit de co-construction avec les collectivités, on essaye de s'efforcer de maintenir malgré l'urgence de la crise et le calendrier très serré du plan de relance, et je remercie encore le département de l'Allier et son président pour leur disponibilité dans ces échanges qui ont eu lieu à la rentrée un peu au pas de charge. Et les premières annonces ont été faites par le ministre Haut et la ministre Gouraud la semaine dernière lors du numérique en commun national. Et je vais vous redétailler avant de conclure dans les 3-4 minutes qui me restent ces éléments du plan de relance, parce qu'effectivement on va avancer par phase et la priorité étant de miser, comme le rappelait le ministre, sur l'humain. On va s'appuyer sur cette structuration qui est mise en place, mais la médiation numérique, ça passe par de l'intermédiation, par du contact humain, par de la pédagogie, et l'objectif va être de recruter 4000 conseillers numériques. La plateforme de recrutement a été lancée la semaine dernière, c'est conseiller-numérique.gouv.fr, et sur cette plateforme, on invite chacun ou chacune qui souhaite devenir conseiller numérique de renseigner leur souhait géographique d'exercice, leur CV, et ensuite ils seront mis en relation avec des collectivités territoriales qui elles aussi sont invitées à se signaler, à signaler leur intérêt pour porter des contrats de conseillers numériques, ainsi que tous les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire qui sont aussi invités à se renseigner sur cette plateforme.
L'objectif, c'est que l'État prenne en charge l'intégralité du salaire et de la formation de ces conseillers numériques pendant 2 ans, ou 70% pendant 3 ans, et que l'on engage, qu'on le soit en mesure d'engager assez vite ses premiers contrats. Pour l'instant, on est dans cette phase de recueil du besoin. Bien entendu, il faudra qu'il y ait un travail de mise en cohérence locale sur la répartition et le positionnement de ces conseillers numériques. Et là, bien entendu, dans cette deuxième phase, on va se tourner vers les collectivités pour construire ensemble, à l'échelle départementale, ces répartitions-là. On a déjà de nombreux maires, de nombreux présidents de départements qui se sont signalés sur la plateforme. Là, on a assumé d'aller très vite pour engager cette action. L'objectif, c'est que chacun des conseillers numériques ait une certification professionnelle et une formation adéquate. On est vraiment dans une logique de structuration de filière. Et ça s'applique également au deuxième volet du plan de relance qu'évoquait le ministre, à savoir la généralisation d'Aidant Connect. Aidant Connect, c'est un service public numérique qu'on a expérimenté dans une dizaine de départements, très structurés pendant la crise sanitaire, qui vise à mettre fin au petit carnet papier avec les mots de passe, le troisième prénom de la grand-mère et le numéro de compte bancaire qui traînent dans tous les accueils de mairie, les centres sociaux, etc. Et qu'on sécurise juridiquement l'aidant et l'aidé, et que l'aidant numérique puisse prendre l'identité de la personne pour aller faire des démarches à sa place. Donc là, on travaille à rendre disponible aux agents territoriaux, aux médiateurs numériques, aux travailleurs sociaux cet outil pour faciliter la réalisation de démarches et embarquer aussi d'outils professionnels pratiques pour tous ces professionnels. Mais il ne suffit pas d'inventer des nouveaux outils pour que les gens l'utilisent. L'accent là-dessus du plan de relance va être particulièrement mis sur la formation. L'idée, ça va être de former, à l'outil, et d'améliorer la formation initiale et continue de tous ces professionnels qui interviennent dans la médiation numérique. Au-delà, bien sûr, du public de 4000 nouveaux entrants sur le marché de ce secteur qu'on va favoriser. Donc là, c'est un chantier qu'on va annoncer progressivement, et l'idée, c'est bien d'aller vers une structuration de filière et une meilleure reconnaissance, à la fois dans la fonction publique territoriale et dans l'associatif, et le SS du métier de médiateur numérique. Et enfin, j'arrive au bout de mon temps de parole, le dernier volet, celui qui concerne les lieux, celui-ci aussi va être précisé dans les semaines à venir, et on essaie de partir des constats qu'on a pu faire, du déploiement du pass numérique, des échanges qu'on a eus avec de nombreux acteurs de l'inclusion numérique, avec les plus de 800 candidatures qu'on a eues sur l'appel à projet Fabrique de territoire. Bon, je rappelle qu'il y a 2 lauréats dans l'Allier, un appel avec une très haute sélectivité. C'est de quoi on a besoin pour que les gens passent les portes des lieux d'inclusion numérique. Et comme dans une logique aussi de Lagardère, comment est-ce qu'on apporte la médiation numérique au plus proche des personnes qui en ont besoin. Donc là, l'idée derrière ces kits, ça va être plutôt que d'aller dans une politique de saupoudrage de subventions de lieux comme il a pu le faire, c'est de les outiller, de les équiper. J'ai un accueil de mairie, comment est-ce que je vais construire un espace où je vais accompagner les gens numériques? Ça va être un kit qui sera disponible comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'un vélo cargo pour aller dans un quartier politique de la ville? Oui. Est-ce que j'ai besoin d'un camion? Comment est-ce que je design l'intérieur? Donc nous, l'objectif va être de faire un grand concours de design pour concevoir tout ça, et ensuite de le mettre à disposition de chacun et de subventionner les acteurs pour qu'ils les acquièrent ou qu'ils les fassent fabriquer. Et l'idée qu'on a, c'est toujours d'être dans une logique de commun, et que tous ces modèles soient ouverts pour qu'aussi une collectivité puisse le faire fabriquer chez un artisan à proximité de chez lui, dans une PME du territoire, ou qu'un Fab Lab, un tiers-lieu, le fabrique lui-même. Et d'embarquer avec tout ça du matériel pédagogique, du matériel qui permet d'expliquer concrètement comment est-ce qu'on utilise le numérique et qu'on acquiert cette nouvelle grammaire. Donc tout ça est encore en cours de conception, on va encore échanger avec tous les réseaux, avec les hubs, avec les collectivités. On va préciser ces annonces dans les semaines qui arrivent, et ces numériques en commun, ces temps d'échange sont extrêmement précieux pour nous. On a du mal à se déplacer depuis quelques mois,
on a fait plus de 80 déplacements depuis le lancement de la stratégie, l'équipe. Donc, je vous remercie encore pour l'organisation et ces échanges qu'on va suivre avec le plus grand intérêt pour arriver à faire des choses qui correspondent vraiment aux besoins de chacun. Et je vous souhaite un excellent numérique en commun allié pendant toute cette journée. Merci beaucoup, Pierre-Louis Roll. Peut-être Mathilde, un petit point sur les questions. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a quelques questions sur le chat, notamment sur, alors je pense que c'est plutôt pour Pierre-Louis Roll. Quelle place donnez-vous au handicap, tout confondu, pour une meilleure accessibilité au numérique? Et quand et comment allez-vous mettre en place des sites administratifs en façon FALC, donc facile à lire et à comprendre, ou autre accessibilité pour les personnes notamment en situation d'illettrisme? Donc c'est une question d'Isabelle. Pierre-Louis. Merci, c'est une excellente question et c'est vrai que l'État ne fait pas encore assez dans sa mise en conformité, notamment en RG2A sur l'accessibilité des sites, mais c'est un chantier qui est absolument prioritaire pour nos collègues de la direction interministérielle du numérique. Il y a toute une série de kits pour mettre aux normes les sites qui sont en train d'être produits, notamment par les équipes de design de la DIDUM. On a lancé avec eux un groupe d'ateliers d'écoute des usagers pour faire rencontrer des publics, notamment en situation de handicap, avec les concepteurs des sites gouvernementaux, pour qu'on anticipe aussi les personnes qui seraient exclues par telle ou telle évolution. Alors là, le confinement aussi a été un peu compliqué, on n'a pas vraiment encore pu démarrer et de faire rencontrer les publics, surtout c'était compliqué pour beaucoup de raisons dans la période, mais voilà, l'idée c'est de se rapprocher aussi des usagers, et c'est là où l'intérêt de faire se parler la médiation numérique avec les équipes de conception de sites qui sont très importantes pour la prise en compte de ces publics. Et après, il y a le deuxième volet, c'est de la prise en compte des différentes situations de handicap dans l'apprentissage du numérique. Et parmi les formations qu'on souhaiterait financer dans le cadre du plan de relance, ce serait notamment la formation des médiateurs numériques à apprendre le numérique aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un volet qu'on est en train d'étudier parmi l'offre qui pourrait être proposée. Merci beaucoup. Et on a une autre question, alors là, peut-être plus pour Monsieur le Président. Quelle est la couverture numérique dans nos territoires? Et on parle beaucoup effectivement d'accompagnement, on l'a beaucoup entendu dans vos trois interventions, messieurs, mais qu'en est-il des zones blanches qui sont encore très nombreuses dans l'Allier? Donc c'est une question d'Élodie Prévost. Alors, je ne sais pas si Claude Riboulet est toujours là. Prendre la parole en attendant qu'il se reconnecte. Voilà. Alors, je suis un mauvais élève, je n'ai pas demandé une fiche à mes collègues de France Très Haut Débit, qui sont mes collègues de la NCT, sur le déploiement du réseau Très Haut Débit et 4G dans l'Allier. Là, ce qui est prévu, en tout cas, c'est que le nombre de pylônes a été multiplié par 7 ou 8 depuis 2 ans. L'objectif est d'avoir une couverture 4G complète d'ici 2022. Aujourd'hui, la plupart des territoires sont couverts, et d'avoir une intégralité du territoire en très bon débit, donc ADSL d'ici fin 2022, et de très haut débit d'ici 2025. Mais voilà, l'objectif est bien d'être dans une accélération de ces déploiements-là, mais je ne peux pas vous répondre sur le cas particulier du département de l'Allier. Peut-être Monsieur le Vice-président, Christian Chiteau, Vice-président chargé du numérique, du développement durable, de l'environnement, des ressources naturelles, du cadre de vie, au Conseil départemental de l'Allier. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Très bien. Donc, je vais essayer de répondre à cette question qui est complexe, mais sur laquelle on n'est pas resté inactif. Alors, à la question d'un participant sur la présence de zones blanches dans le département de l'Allier, je vais malheureusement être obligé de lui répondre avec des critères de l'État. Les zones blanches dans l'Allier, les vraies zones blanches, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que c'est quoi une zone blanche? Une zone blanche, c'est un endroit où, d'un village, un hameau, ou en périphérie du centre du hameau ou du centre du village,
sur 500 mètres. On a fait des essais de connexion avec les 4 opérateurs et sur ces essais de connexion, plus de la moitié se sont révélés négatifs. Ça veut dire que là, on est dans une zone blanche. Or, des zones comme ça, aux critères de l'État, il n'y en a plus. Par contre, alors effectivement, des difficultés de connexion, on en a beaucoup dans beaucoup de communes du département de l'Allier et nous sommes en ce moment en train d'équiper ces zones que l'on peut appeler des zones grises grâce au programme gouvernemental le New Deal, qui nous alloue un quota de pylônes par an pour équiper le département de l'Allier. Donc, notre quota est environ de 10 à 12 pylônes par an pour le département de l'Allier. Donc, vous voyez, ça ne va pas assez vite. J'ai à peu près 150 demandes de communes pour équiper avec un pylône. Donc, vous voyez quelle difficulté on aura pour équiper en 4G tout le département de l'Allier. Maintenant, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la 4G, il n'y a pas que les zones blanches téléphonie mobile, il y a aussi le développement de la fibre, et le président Riboulet l'a évoqué tout à l'heure. Nous sommes rentrés dans la 3e phase du développement de la fibre dans le département de l'Allier, donc dans la phase 1 qui commençait en 2013 jusqu'en 2017, il y a eu 13 communes d'équipées. Dans la phase 2, de 2017 à 2021, normalement elle était jusqu'en 2021, il y avait 23 communes d'équipées. Et il y a 317 communes dans le département de l'Allier, enfin pas 317 maintenant, 310. Donc, vous voyez l'écart. Et donc, dans la phase 3, il y avait 43 communes prévues pour être équipées par la fibre dans le plan ancien. Et nous avons renégocié avec tout le monde, et grâce à la collaboration des départements d'Auvergne et de la région, Rhône-Alpes, finalement, des 43 communes, on est passé à 174 communes qui seront développées en fibre d'ici 2022. Là aussi, on a gagné 3 ans, puisque ça devait s'arrêter en 2025, et donc ça sera en 2022. Donc, je ne vous dis pas que tout sera parfait, mais en 2022, il y aura 91% de la population couverte par un réseau fibre. Bien sûr, il reste les 10%, les 9 à 10%, qui, eux, on est en train de bosser dessus, seront couverts par une multitechnologie dont je parlerai peut-être plus tard, parce que ce n'est pas le moment de prendre la parole à tout le monde en ce moment, mais c'était pour répondre un peu plus spécialement à la question. Alors, pour la personne qui a posé la question, ce que je lui conseille, c'est d'écrire une lettre au département de l'Allier, parce que nous sommes attentifs à toutes les situations et nous examinons tous les cas. Voilà. Merci, monsieur Chiteau. Donc, Élodie Prévost, vous savez ce qu'il vous reste à faire, du coup, écrire au département. On va prendre une avant-dernière question de Nadine Morin. C'est concernant le recrutement des conseillers numériques. Est-ce que vous avez des précisions sur la certification professionnelle, le contenu de formation, la durée, et je me permettrai de rajouter aussi sur peut-être la coordination, en tout cas sur un même département, de ces conseillers. Peut-être plus Pierre-Louis. Ça marche. Alors oui, on a identifié plusieurs types de formations. On est en train, nous, de passer les marchés correspondants pour pouvoir engager les différentes actions région par région. On a identifié notamment le titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique, qui est un titre niveau Bac+2 opéré par le ministère du Travail, qui a 3 blocs de compétences. On imaginerait en formation initiale avant prise de poste au sein de la collectivité pour les personnes qui découvrent le métier de médiateur, le premier bloc de compétences qui correspond de 350 heures, qui correspond au bloc de compétences de base. Je vois quelqu'un qui le propose justement dans l'Allier, c'est formidable, dans le chat, pardon, qui correspond aux compétences de base de médiation numérique. Après, voir comment l'intégralité du titre peut être acquis à l'issue du contrat en validation des acquis d'expérience par ailleurs. On va regarder aussi pour faire une grande campagne de validation des acquis d'expérience pour les médiateurs numériques qui sont déjà en poste, un peu pour unifier un peu la médiation. Et donc là, j'évoquais ces 350 heures initiaux, de voir aussi pour faire des formations un peu plus courtes pour les personnes qui ont déjà une expérience, et d'ajouter également une certification des compétences numériques
de chacun. Et ça passera par la certification PICS, qui est un service public de certification des compétences numériques qui avait été initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui va être généralisé pour Pôle emploi, les collèges, lycées et l'enseignement sup. Et l'idée, c'est de bâtir un parcours spécifique là-dessus et d'avoir une certification en plus des compétences numériques là-dessus. Donc ça, on va préciser à partir de lundi les conditions de coordination et de mise en œuvre, mais l'idée, voilà, c'est de s'appuyer là-dessus. Et également, il faudra qu'on propose une formation à distance, puisque n'insultons pas l'avenir et n'excluons pas des reconfinements à venir. Et donc, si on veut pouvoir avancer, il faut qu'on prévoie aussi ce type de formation-là. Donc, je vous invite à vous rapprocher du hub, notamment pour ceux qui proposent la formation dans le département pour voir un peu tout ça. Et normalement, dès le début de semaine prochaine, on sera en mesure de préciser les conditions de déploiement de la formation. Merci Pierre-Louis Roll pour ces éléments de précision. Peut-être une dernière question que nous allons poser à Claude Riboulet, vice-président en charge du numérique. Que pensez-vous, que pense le conseil départemental de l'Allier de la préconisation des interconnectés, reprise plus récemment dans les recommandations de la mission d'information du Sénat, lutte contre l'électronisme et inclusion numérique, recommandation pour la mise en place d'une conférence de financeurs pour l'élaboration d'une stratégie territoriale dans le domaine de l'inclusion numérique. Oui, alors je suppose que Claude Riboulet n'est pas là. Il a dû s'absenter, je suppose. Oui, il n'est pas disponible tout de suite, voilà. Effectivement. Donc, je veux bien essayer de répondre à cette question un peu complexe. Hein. Alors, effectivement, je pense que la NCT pourrait répondre d'ailleurs à ce genre de questions, peut-être plus facilement que moi. Mais je crois qu'effectivement, ce qui compte dans le développement de l'inclusion numérique et dans toutes les actions sur le numérique, ce qui compte, c'est la mutualisation. Et quand on dit mutualisation, c'est pas seulement une mutualisation de moyens techniques ou de moyens humains, mais c'est aussi une mutualisation de moyens financiers, une optimisation de moyens financiers à tous les étages. Et donc, pour cela, effectivement, une conférence des financeurs est absolument indispensable si on veut préprogrammer les choses et ne pas s'égarer dans des voies parfois pas vraiment avec une issue très favorable, avec une pertinence importante. Donc, cette conférence des financeurs, qui devrait d'ailleurs, qui a déjà à peu près démarré dans l'esprit et qui va sûrement démarrer en pratique bientôt, elle est déjà en action pour certains projets, hein, et donc il faut effectivement la généraliser. Peut-être que Pierre-Louis a quelque chose à dire sur ce sujet. Merci, Monsieur le Vice-président. Pierre-Louis Roll, au sujet de la conférence des financeurs et de la recommandation. Oui, pour nous, c'est très important d'arriver à mettre en place ce type de gouvernance à laquelle on réfléchit depuis d'ailleurs le premier NEC, et d'arriver à trouver un équilibre de mutualisation qui arrive à associer largement et qui ne soit pas trop descendant. Nous, on va lancer des expérimentations sur des conférences de financeurs très rapidement avec des EPCI, avec des départements, pour un peu documenter et faciliter dans tous les autres départements cette organisation de telles conférences. Je pense qu'il faudrait qu'on échange rapidement avec le département pour voir comment on peut capitaliser aussi et accompagner. D'autres l'ont fait, parfois avec l'appui justement des réseaux de fibres, d'autres en mettant autour de la table les opérateurs de services publics, etc. Parfois autour du préfet et des DASAP, n'est-ce pas Stéphane? Et donc c'est dans le département d'à côté. Donc voilà, il faut qu'on accélère là-dessus. Et justement, j'évoquais tout à l'heure cette question de la répartition et de la cohérence territoriale des conseillers. Ce qui est bien, c'est que là, on va arriver avec des choses très concrètes et des vrais éléments de négociation et d'appréciation.
Donc, on va contribuer à accélérer ça. Merci beaucoup, Pierre-Louis, pour ces précisions. Je passe la main. Merci à vous pour ces éléments. Je remercie Claude Riboulet, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, Cédric Faux, secrétaire d'État, pour sa présence par vidéo, et puis Pierre-Louis Roll, ainsi que le vice-président chargé du numérique. Je passe la parole.